Vous allez entendre dans un instant la cinéaste et écrivaine Ruth Zilberman à la librairie Ombre Blanche, jeudi 1er octobre 2020. Elle y présentait son essai « 209 rue Saint-Maur, Paris 10e », autobiographie d'un immeuble, aux éditions du Seuil, prolongation de son documentaire « Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris 10e », produit par Zadig Productions et Arte, dans lequel elle a, au terme d'une longue enquête, retrouvé les habitants d'un immeuble parisien dont l'enfance avait été saccagée sous l'occupation. La rencontre était organisée avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et animée par Maurice Lugassi. Allez, bonsoir. Merci beaucoup à tous d'être là ce soir. Merci vraiment. Merci à vous, Ruth, d'être venu. Alors, pour la petite histoire, on avait programmé une rencontre au mois de mars, juste avant le début, juste avant que le confinement ne commence. Et moi, je suis ravi que ça se fasse parce que votre livre est vraiment un livre qui nous a. Alors, bon, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont lu ici, et c'est vraiment un des plus beaux récits de livres de littérature, je trouve, de cette année. Voilà. Alors, je prends mes petites notes. Donc, je vous présente quand même. Vous êtes cinéaste et écrivain ou écrivaine. Vous avez écrit un premier roman en 2015 qui s'appelle La direction de l'absent, publié aux éditions Christian Bourgois. Des films, dont Les enfants de la rue Saint-Maur, dont on parlera un petit peu, même si c'est pas l'objet. Mais bon, l'un ne va pas sans l'autre. Un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est aussi fort et aussi bouleversant que le livre. J'avais écrit que votre livre se lit avec avidité, on ne peut s'en détacher. C'est un livre qui nous coûte de finir. Je ne sais pas, je vous poserai la question de savoir si vous aussi ça vous a coûté de le terminer. On l'achève à regret et on diffère la fin, de peur de se retrouver un petit peu aussi orphelin de tous ces personnages que vous faites revivre. Voilà. Vous dites au début du récit que ce livre est né d'une obsession. Il y a des très belles phrases au début où vous parlez d'une part de la ville de Paris et de cette obsession que vous avez comme ça d'imaginer les fantômes des vies des gens derrière les murs. Donc peut-être avant qu'on passe vraiment dans le vif du sujet, ma première question ce serait ça, de savoir quelle est cette obsession réellement et finalement de quoi est né le livre, si le livre est né avant le film ou le film avant le livre, enfin voilà. Alors d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point je suis très très heureuse d'être d'abord dans cette magnifique librairie. Je le dis sans flagornerie aucune et sans localisme aucun. Je trouve qu'Ombre Blanche est une des plus belles librairies qu'on puisse voir en France. Et donc c'est pour moi un grand bonheur et une grande fierté de pouvoir parler ici. Devant cette assemblée si nombreuse, et vraiment je vous remercie parce que je sais que sortir en ce moment c'est pas nécessairement le plus simple. Voilà. Vous pouvez vous asseoir normalement. D'accord. Voilà. N'ayez crainte, pouvez-vous. Je n'ai pas crainte, je n'ai pas crainte, je n'ai pas peur. Et par ailleurs, et c'est une manière de commencer à répondre à votre question, dans cette ville de Toulouse, qui est une ville qui m'est particulièrement chère. On en parlait justement avec Christian Torel, qui a eu la gentillesse de venir me chercher là à l'aéroport, puisque c'est la ville dans laquelle ma mère a passé une partie de sa jeunesse, en l'occurrence une jeunesse de guerre. C'est une ville dans laquelle elle est arrivée en 1940, venant de Paris, et dans laquelle elle a été, avec sa famille, arrêtée par la Gestapo en 1944, et de laquelle elle a été déportée, Dieu merci, en Allemagne et non en Pologne à la fin du mois de juillet 1944, après avoir passé un mois dans la caserne Caffarelli. Si je vous dis tout ça, et je le dis absolument pas d'habitude, là je le dis parce que vraiment j'y suis, et au retour de sa déportation, elle est encore restée quelques années à Toulouse avec sa mère et ses deux sœurs avant de rejoindre Paris au début des années 50. Si je vous dis tout ça, c'est parce que ma mère... c'est étonnant que je commence comme ça parce que Dieu sait si je n'aime pas trop parler de ce genre d'histoire extrêmement personnelle. Mais c'est parce que là, je regardais en passant Toulouse et que ma mère a toujours gardé vraiment un rapport très particulier avec cette ville, mais que quand elle est revenue à Paris, la ville de Paris a été pour elle, je pense, comme aussi un retour, une forme de retour à la vie, et que c'est quelque chose qu'elle m'a transmis de façon extrêmement forte
en plus de nombreuses autres choses qui sont un amour de la France et un amour de sa littérature. Et donc, ce qui veut dire que mon père était parisien, il avait grandi à Montmartre, comme moi, plus tard. Tout ça pour vous dire que finalement, la ville de Paris m'a été donnée par quelqu'un dont la vie avait été marquée extrêmement jeune par le sceau de l'impermanence. Et que ma famille venait quand même de Paris, enfin venait très récemment de Paris, disons depuis les années 30, et que donc je pense que dans cette sorte de découverte finalement du monde qui a été la mienne dans le Paris des années 70, dans mon enfance, j'ai été extrêmement tôt marquée par cette sorte de double injonction muette, qui ne se faisait pas, qui ne se formulait naturellement pas comme ça, mais qui était un sentiment extrêmement fort d'adhésion à la ville, à ses façades, à ce peuple des immeubles, comme je les nomme, avec une conscience très forte de leur pérennité, de leur stabilité, et avec, de la même manière, enfin, de façon concomitante, la sensation encore, parce que je ne pense pas qu'il s'agissait de quelque chose d'extrêmement théorique dans mon enfance, que derrière ces fenêtres aussi se jouait une impermanence radicale. Alors évidemment, l'expérience de ma mère, l'expérience historique de ma mère et de mes parents de manière générale m'avait amené à penser cette radicalité-là. Mais évidemment, il n'y a pas que la guerre dans la vie, Dieu merci. Donc c'était aussi une sensibilité finalement à cette impermanence, tout simplement des vies qui passent, et pour peu qu'elles n'ont pas à être ôtées de façon aussi dramatique. Donc c'est pour ça, je crois que Paris a toujours été pour moi comme une sorte de métaphore finalement de cette double histoire de laquelle je venais, et que tout ça s'est finalement mis en forme extrêmement naturellement par le fait que je suis devenue une grande baladeuse de Paris et que j'ai passé beaucoup de temps à marcher un petit peu partout et à passer beaucoup de temps, ce qui est une expérience extrêmement commune, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont faite, c'est à Paris ou à Toulouse ou n'importe où d'ailleurs, tout simplement à se dire mais mon Dieu, de quoi ces pierres nous parlent-elles? Et d'ailleurs mon tout premier film s'appelait Paris fantôme, et c'était à l'époque une déambulation au gré des plaques commémoratives à Paris, pas nécessairement liées à la guerre, des plaques de toute nature. Et donc ça faisait extrêmement longtemps que ce thème parisien, qui, vous l'avez compris, était vraiment extrêmement stratifié, je lui tournais autour. Et c'est vrai que même dans des choses que j'avais écrites, puisque j'ai été publiée très tardivement, malheureusement, j'étais une graphomane impénitente, mais je n'ai trouvé qu'assez tardivement un éditeur, ce qui veut dire qu'on a toujours sa chance, même pas. Vous voulez dire pour 209 rue... Non, pour la direction de l'absence. C'est-à-dire qu'avant mon premier livre qui a été publié en 2015, j'avais écrit un certain nombre d'autres livres qui ont tous failli être publiés, mais qui malheureusement ne l'étaient pas, et dans lequel ce thème parisien, ce thème finalement de la pierre était déjà assez présent. Donc tout ça pour vous dire que, en effet, la première chose que j'ai vraiment faite, c'est le film, c'est-à-dire c'est Les Enfants du 209 rue Saint-Maur. Je veux dire, si on parle du 209 rue Saint-Maur, tout a commencé par un film, puisque j'avais une carrière de réalisatrice, que ça faisait très longtemps, justement, après avoir terminé ce film, qui était mon premier film, et bien longtemps avant, sur les plaques commémoratifs, que je voulais faire un film sur un immeuble. Au départ, pas obligatoirement pendant la guerre, mais voilà, donc je tournais beaucoup autour de cette idée. Et puis un jour, les choses se sont un tout petit peu imbriquées. Tout à coup, je me suis dit, bon, il est temps de s'y mettre vraiment. Je me suis dit que ça serait quand même bien aussi de pouvoir parler de la guerre, de l'occupation à travers ce film. Et donc, la contrainte que je m'étais mise, c'est de ne pas connaître cet immeuble. Donc, c'était vraiment un immeuble choisi au hasard, sauf que j'avais un petit peu quand même... je réduis mes balades au nord-est parisien. Donc, dans ce nord-est parisien, où je m'étais dit que je trouverais un immeuble, je suis entrée un jour par hasard au 209 rue Saint-Maur. Et le film est venu, et voilà, et ensuite le livre. Donc le livre qu'il faut comprendre comme un prolongement
comme un... Parce que, donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le film est vraiment sur la recherche, l'enquête autour des enfants qui ont été déportés et qui ont été pris en 42, en juillet 42, au moment de la rafle du Veldiv. Le livre, lui, est plus étendu dans le temps, puisqu'on remonte jusqu'au milieu du 19e siècle, à la construction du bâtiment lui-même, et les grandes étapes du bâtiment jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le travail, le travail des siècles du temps sur l'immeuble que vous montrez dans sa totalité, non pas comme dans le film où... voilà. Oui, alors en fait, ce qui est évident, c'est que le livre, en tout cas, c'était pas un doublon du film, parce que ça m'intéressait pas du tout, enfin, de faire... le film avait été au départ pensé pour justement un tout petit peu travailler cette question des strates temporelles, et en fait il s'est avéré assez rapidement que c'était difficilement praticable pour des raisons de longueur, et puis tout simplement parce que le film était moins fort s'il n'était pas resserré autour de la question de l'occupation. Mais je dois dire que quand je l'ai terminé, il restait quand même pour moi une vraie frustration de ne pas essayer de penser ça pour beaucoup de raisons. D'abord parce que ça me passionnait, c'était vraiment l'idée de prendre un lieu comme ça et d'essayer de remonter, et puis enfin pas simplement de remonter, mais de mêler en fait ces temporalités. Donc ça, c'était de toute façon un exercice littéraire qui me passionnait. Et puis, comme je vous l'ai dit, de toute façon, l'écriture est quand même très première chez moi. Donc, c'est vrai que je suis très heureuse à faire des films. C'est pas du tout que... Mais ressaisir finalement à la fois l'expérience de l'enquête d'une manière plus réflexive, et aussi la ressaisir avec des outils... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les qualifier, de littérature, enfin peu importe, en tout cas qui sont en tout cas aussi mes outils de pensée et de sensation, qui sont malgré tout aussi des outils d'écriture. Ça s'est fait assez naturellement. Au départ, j'étais un petit peu rétive parce que j'avais peur que ce soit comme une sorte de vous savez, après on va faire la thèse du 209 rue Saint-Maur. D'ailleurs là, il y a des gens qui m'écrivent pour faire des fictions autour du 209 rue Saint-Maur, donc une sorte de truc infini de produits dérivés. Donc j'avais très peur que ça soit perçu comme un produit dérivé. Et puis finalement, poussée par les bonnes personnes, je me suis mise un petit peu à l'ouvrage, et évidemment, pour moi, très rapidement, l'idée de l'autonomie de ce texte, ne s'est plus posée, quoi. Oui. Ce qui est extrêmement saillant aussi dans le livre, c'est que, alors je ne sais pas si c'est un effort conscient ou pas, mais il n'y a pas de caméra dans le récit. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les deux traitements sont radicalement différents l'un de l'autre. C'est-à-dire que vous ne nous racontez pas. Ce serait très difficile de filmer ce que vous avez écrit, parce que ça ne marcherait pas. Je veux dire, cette façon que vous avez de mélanger les paroles à l'intérieur d'un même chapitre, enfin voilà, c'est absolument pas du tout le même traitement. Oui, je pense que ça appartient vraiment à deux espaces. Alors évidemment des espaces qui se complètent. Voilà, si ceux d'entre vous qui l'ont pas vu, ils peuvent tout à fait aller voir le film qui est en replay sur le site d'Arte. Et voilà, c'est évidemment, il n'y a pas une muraille de Chine entre les deux, mais oui, c'est des espaces autonomes, c'est des espaces de création malgré tout autonomes. Et ça, c'était extrêmement clair pour moi tout au cours de l'écriture. Qui se fait, c'est-à-dire que ça se fait en même temps, c'est-à-dire que pendant que vous préparez le film, il y a déjà des notes qui sont prises, ou il y a des chapitres qui s'ébauchent, ou non, c'est deux temporalités différentes aussi. Non, d'abord pour un film, vous avez toujours besoin d'écrire un petit peu, parce qu'il faut convaincre les chaînes, il faut convaincre, donc de toute façon, vous avez toujours besoin d'écrire. Et puis là, pour le coup, tout ce qui concerne les prémices, il y a quand même toujours cet aller-retour, puisque comme je vous l'ai dit, moi, ça fait longtemps que j'écris sur Paris, c'est déjà dans la direction de l'absence, c'est déjà un petit peu le cas. Donc là, les choses étaient vraiment un petit peu mêlées. Mais non. Vraiment, quand je faisais le film, je ne faisais que le film. Et c'est vraiment quelques mois plus tard, vraiment poussé à la fois par ma productrice et par une éditrice, autant le dire, que que je me suis lancée dans le livre. Et pour la bonne raison aussi que quand je vous parle de mélange de strates temporelles, c'est-à-dire d'essayer de penser un lieu depuis sa création, depuis sa genèse en quelque sorte, il y a à la fois quelque chose d'assez enfantin,
de ce jeu qu'on ferait si on débarrassait finalement les villes des immeubles qu'elles portent, et si tout à coup si on se retrouvait tout à coup avec simplement la Garonne au milieu et puis autour, qu'est-ce qu'il y avait ici là dans cette avant que cette rue ne naisse, etc. Donc il y a tout simplement ce jeu-là, mais il y avait aussi quelque chose, je ne sais pas si je peux dire que c'est pas du tout idéologique naturellement, mais c'est quelque chose d'important, qui est que l'histoire de l'occupation, de la guerre, elle ne peut pas être séparée du reste de l'histoire de France. Et je ne dis pas ça d'ailleurs, enfin c'est pas ici chercher les prémices, hein, encore une fois les prémices idéologiques, mais c'est simplement que l'espace permet de penser ça, permet de penser la succession. L'immeuble permet de penser la simultanéité à un instant T, mais c'est aussi essayer de penser cette succession de temps, cette succession d'âge. Et ça, pour moi, c'était un enjeu, je ne sais pas comment le qualifier, un enjeu à la fois, comme je vous l'ai dit, littéraire et presque philosophique, assez important. Et par ailleurs, aussi lié à ce que moi je pense, enfin ce que finalement, quand même, des années de comment dire, de proximité avec ce sujet aussi m'amène à penser. C'est-à-dire que ce n'est une histoire qui ne peut être que partageable et partagée. Et donc, si on veut la faire partager, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit dans le lien. Et qu'elle soit dans le lien avec une histoire et avec des objets plus vastes qu'elle. C'est quand même, je ne sais pas si tout le monde partage ma sensation, mais c'est quand même très impressionnant de vous voir en se disant que vous êtes la personne qui connaît le mieux cet immeuble dans toutes ses strates, dans toutes ses configurations physiques. Enfin, vous êtes la mémoire complète de cet immeuble-là. Alors, ça, au travers du livre, parce que le livre se déploie, c'est une perspective historique, mais aussi une sociologie de la France sur 150 ans, mais c'est aussi un livre d'anthropologie, c'est aussi un récit de votre enquête et peut-être aussi de votre quête. Enfin voilà, le livre est extrêmement dense de tout ça, et je vous assure, c'est très impressionnant de vous voir quand on a lu le livre en sachant que vous êtes le réceptacle de toutes ces histoires-là. Vraiment. Oui, ça va. Non, je vous assure. Je vais ploire sous le poids de cet immeuble. Oui, mais peut-être justement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où... Ah oui, non mais vous savez, il y a une idée que j'aime beaucoup, que j'ai parfois d'ailleurs sur laquelle j'ai un tout petit peu écrite, qui est vraiment la notion de sentinelle. Les sentinelles, d'abord parce que j'en ai rencontré. Vous voyez par exemple, là, toujours dans cette fameuse voiture qui me ramenait de l'aéroport, on a beaucoup discuté, et on parlait, un des souvenirs de Toulouse que j'avais, c'est une librairie d'anciens qui était juste à côté de Saint-Cernin, la Bible d'Or, mais ça je ne le savais pas. Et donc, j'ai dit que quand j'étais jeune, j'étais venue ici, qu'on m'avait donné Bulgakov, enfin que ce libraire m'avait donné Bulgakov et Ramon Sander. Mais cet homme, il était une sorte... vous voyez, toutes ces connexions souterraines comme ça. Alors vous, de Toulouse, peut-être que vous le connaissez, évidemment. Enfin, bon, je crois qu'il est mort depuis, parce que c'est un vieil homme dont j'ai appris qu'il était maurassien, en fait. Alors que moi, dans ma tête, je m'étais dit que c'était un réfugié espagnol. Vous voyez, non, mais comment aussi la mémoire... Moi, j'étais persuadée que c'était genre un réfugié antifranquiste. Hein. En fait, il s'avère que pas du tout. C'était un type d'extrême droite, quand même. Mais il y avait eu... On avait discuté dans sa librairie ce jour-là. Je devais avoir 18 ans, peut-être. Et il m'avait donné ses livres en sous-main. Ce que je veux dire, en m'éloignant un tout petit peu du sujet, mais je m'en éloigne pas tant que ça, c'est qu'il y a comme ça soit des personnes que moi j'ai rencontrées dans ma vie qui sont des sentinelles. C'est les gens que vous rencontrez au hasard, c'est pas les témoins que vous allez voir dans les mémoriaux nécessairement, même si les mémoriaux ont évidemment leur importance et leur nécessité. Mais c'est des gens qui, malgré eux, en fait, enfin, malgré...
pas toujours malgré eux, parce que je pourrais pas dire que c'est malgré moi, mais que en tout cas, c'est des gens qu'on croise comme ça, et c'est la mémoire de quelque chose, ils ont le souvenir de quelque chose, ou ils vous donnent un livre en sous-main. Et les lieux, c'est un petit peu la même chose, c'est les sentinelles de quelque chose. Simplement, il faut apprendre à réveiller les sentinelles. Il faut apprendre à les voir, à les rencontrer, qu'elles soient des personnes ou des espaces. Et donc, peut-être qu'à mon tour, après avoir rencontré tellement de sentinelles, parce que j'en ai rencontré, j'en suis devenue une. Mais vous savez comment on est, on ne se voit jamais vieillir. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'ai toujours 18 ans, toujours en train avec mon Bulgakov dans la poche, Ramon Sander dans l'autre, etc. Donc moi, je suis toujours à la recherche d'autres sentinelles. Mais de fait, j'ai vieilli et peut-être que je le suis devenue à mon tour. Oui. Et donc, je ploie sous le fardeau de l'âge plutôt que sous le fardeau du meuble. Mais par exemple, vous diriez qu'une dame comme Odette, c'est une sentinelle aussi ? Bien sûr. Elle l'a été pour vous ? Oui, Odette, alors juste pour Odette Diamant, c'est donc une des premières personnes que j'ai... En fait, juste pour vous raconter, enfin c'est ce que je raconte dans le livre. Oui, non, mais allez-y. Mais peut-être que c'est... On va peut-être mettre un petit peu pour ceux qui n'auraient pas lu. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur cette adresse, à la fois, il y a eu une enquête d'archives que j'ai poussée, enfin, voilà, assez loin. Sachant que la toute première archive, c'était vraiment les recensements qui existent à Paris, voilà, depuis 1926, qui sont nominaux, etc. Et donc, grâce auxquels j'ai pu trouver quelques noms, et ces noms m'ont projeté dans l'enquête que j'ai faite ensuite. Et une des premières personnes que j'ai trouvées dans le recensement, c'était Odette Diamant, et donc qui habite aujourd'hui à Tel Aviv, dans la banlieue de Tel Aviv. Et évidemment qu'elle était une sentinelle, puisque quand je l'ai appelée la première fois, je me souviens comme si c'était hier, j'étais dans un petit bureau de la production, tâtonnant, parce que voilà, c'est quand même un pari, hein. Vous prenez un immeuble, vous dites je vais trouver des histoires, vous n'en savez rien en fait. Et tout à coup, j'ai eu cette femme qui était si loin, et qui m'a dit ah non mais non, bien sûr, je me souviens de tout, je me souviens des odeurs, je me souviens des sons. Je me souviens des filets noirs que les hommes portaient comme ça pour aller faire leurs courses. Et tout à coup, si vous voulez, en deux phrases, qui étaient ces deux phrases d'ouverture, oui, bien sûr, c'était une sentinelle. Comme Albert Baume, plus tard, que j'ai rencontré aussi assez rapidement, était une sentinelle. Et il y a les sentinelles qui savent, et puis il y a celles qui ne savent pas. Et c'est peut-être elles, les sentinelles, malgré elles. Ou là, c'est simplement... parfois juste le corps qui est une sentinelle, même quand il n'y a pas de mémoire pour la prolonger. Oui, ça on va peut-être bifurquer un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a ce travail de la mémoire qui est à l'œuvre, hein, parce que vous le mettez en branle par vos recherches et vos questionnements, et c'est saisissant de voir comment la mémoire peut être totalement réfractaire ou vouloir absolument se cacher. Il y en a dans les témoignages que vous faites ressortir qui disent tout, qui disent qu'ils sont hantés depuis toujours, et il y en a qui ont mis un voile, un filtre dans leur mémoire pour ne plus avoir à y penser. Mais vous savez, la mémoire, je crois qu'elle se cache aussi dans la profusion. C'est-à-dire, il y a parfois, et c'est ça la question en fait, c'est que c'est pour ça que quand on parle de la question du témoin, elle est tellement cruciale, et en tout cas à penser, c'est que la profusion aussi est parfois non pas suspecte, hein, mais c'est quelque chose aussi que j'essaie de dire, c'est-à-dire que, et là on parle des acteurs d'une histoire extrêmement tragique dont on comprend bien évidemment les mécanismes de défense, mais je pense que c'est le cas pour bon nombre d'entre nous, c'est-à-dire que la constitution finalement de souvenirs archétypaux dont on se dit que c'est cela qu'on va faire passer, ou donc la profusion aussi peut masquer. Et alors il y a la profusion qui masque, et puis il y a là où il n'y a plus rien, là où il y a le déni, où il y a la défense. Et c'est vrai que là pour le coup tout de suite se pose le problème de quel droit finalement aller chercher ça, au nom de quoi, au nom de quel présent tout puissant, au nom de quelle inquisition, de bienséance, puisque on est dans une époque où en tout cas pour une partie de la société, il est important de se souvenir. Et là, ma position était d'autant plus dangereuse, évidemment, que
par l'enquête que je faisais. Et c'est ça qui faisait vraiment la caractéristique du film et que je voulais aborder de façon un petit peu plus réflexive dans le livre. J'apportais à des gens des traces de leur propre passé. Et donc j'avais quelque chose qui était où la toute-puissance était manifeste, puisque j'avais dans ma poche des bribes de ce passé dont ils étaient eux-mêmes ignorants. Ce qui est à la fois, on peut le concevoir comme quelque chose de très bien, la dame qui vient et qui vous aide à reconstruire votre mémoire détruite. On peut aussi le considérer comme une intrusion énorme dans un équilibre précaire qui s'est reconstruit précisément sur ces bases d'oubli et de déni. Sans compter que l'oubli n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Enfin, je veux dire, sinon on ne serait pas vivant, hein, si on n'oubliait pas. Donc c'était une position qui était très compliquée à tenir éthiquement presque, et à laquelle j'ai été confrontée à quelques reprises, là pour le coup, puisque c'était le moment où je les interrogeais au cours du film, de me dire, mais finalement, ce que je vais apporter, est-ce que c'est pas quelque chose qui va bouleverser l'équilibre que finalement ces gens s'étaient constitués? Oui, parce que vous allez me dire peut-être que c'est moi qui le comprends mal, mais vous faites un travail d'historienne, mais en même temps vous ne le faites pas en historienne, parce que vous n'en êtes pas une complètement. Parce que d'une part aussi dans le récit, vous mettez en scène aussi. On a aussi des détails de ce que votre enquête fait sur votre évolution à vous, dans votre passé, dans votre vie, quoi. Et comment on travaille justement avec ces traces-là? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé d'inquisition, mais effectivement, vous n'avez pas cette position inquisitoriale non plus. Non. Vous êtes quand même assez neutre aussi. Neutre, non. Ouais. Non, je suis pas neutre, on peut pas être neutre. Mais non, j'exagère un petit peu. Voilà, vous savez, je pêche les compliments, quoi. Non, évidemment que j'étais pas inquisitrice, mais malgré tout, j'avais très conscience de l'ambivalence de mon rôle, quoi. Enfin, de ça, voilà, qu'il fallait quand même y aller. On dirait vulgairement, y aller mollo. En tout cas, qu'il fallait y aller avec le plus de tact possible. Et ça, c'est vraiment après le contrat de confiance. C'est pas d'arty, mais c'est vraiment le contrat de confiance que vous établissez avec votre interlocuteur. Et ce contrat de confiance, il repose sur beaucoup de choses. Il repose sur le fait d'abord que je pense qu'il sentait que cette histoire-là, elle était proche pour moi, et qu'elle était proche non seulement dans sa manifestation historienne, mais qu'elle était aussi proche affectivement, qu'elle était proche corporellement, qu'elle était proche organiquement. Ouais. Mais le fait, par exemple, de savoir des choses, et pas simplement sur eux, mais de manière générale sur cette histoire, et ça, je pense que, alors là, pour le coup, c'est quelque chose, qu'on soit réalisateur ou... le fait de savoir, d'avoir lu, d'être précis, d'avoir du savoir, c'est quelque chose qui libère les gens en face de vous. Parce qu'ils ne se sentent pas obligés de passer par l'élémentaire. C'est-à-dire, et surtout, ils savent que vous pouvez tenir le choc aussi, de ce lien qui se noue, de ce lien qui se crée, qui est toujours un lien extrêmement vivant, un lien mouvant. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait donc le fait de leur apporter ces éléments. Et par exemple, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais par exemple Henry Haussmann, qui est donc cet homme qui vivait aux États-Unis et qui n'avait vécu en famille en France qu'au 209 rue Saint-Maur. Sa famille a été arrêtée en 1942, lui a été cachée. Après la guerre, a été récupéré par de la famille aux États-Unis, où il a vécu depuis. Et il a dû partir quand il avait 10 ans aux États-Unis. Il parlait pratiquement plus le français quand je l'ai rencontré. Il voulait justement mettre cette histoire très loin derrière lui, comme il le disait. Et c'est vrai que chez lui, par exemple, j'ai fait effraction de façon assez manifeste. Et que je lui ai demandé, bon, il ne l'aurait pas fait s'il ne l'avait pas voulu, mais de revenir au 209 rue Saint-Maur. Donc je savais que là, on ne manipulait pas des choses très anodines, quoi. En fait, je pensais à un autre exemple, celui de la fille d'Eddie Nanceau.
Parce qu'elle aussi, vous arrivez et vous arrivez par le côté. Vous l'abordez pas de façon frontale. C'est-à-dire que vous attendez qu'elle vous dise des choses, mais vous lui cachez des éléments. Je cache des éléments. Ben, en fait, bon, attends, on va mettre les Dinanceau, c'est une famille qui habite au 209 rue Saint-Maur et qui, pendant la guerre, ont un fils qui est collabo et le père, lui. Et la mère. Le père et la mère, Rose, s'emploient à cacher les Juifs au moment des rafles le plus qu'ils peuvent. Dans une des pièces qu'ils ont un étage au-dessus. On en parlera, je pense, aussi de Thérèse, parce que c'est quand même des personnages. Bon. Et la fille, son prénom m'échappe, la fille d'Inonceau. Janine, que vous rencontrez, vous connaissez son existence, parce qu'on vous l'a dit par ailleurs, c'est un des hasards elle vous arrive par hasard. Ah, complètement. Mais en même temps, vous allez la laisser venir toute seule sur ce que vous allez lui... Enfin, vous lui demandez pas frontalement ce que... Oui, mais parce que vous savez, d'abord, parce que je m'intéressais vraiment à ce qu'elle avait à me dire. C'est-à-dire que moi, je voulais savoir aussi comment c'était au 209 rue Saint-Maur dans les années 30. Oui. Je voulais qu'elle me raconte le Café Morane, qu'elle me raconte l'estrade, qu'elle me raconte... tout ça, que c'était... Parce que qu'est-ce que c'était, le 209 rue Saint-Maur? C'était un immeuble de prolétaires, c'était un immeuble d'ouvriers, d'artisans, c'était un immeuble comme on en trouve, quand on a trouvé tant, un immeuble assez moche. Maintenant, il est très joli, mais à l'époque, c'était un immeuble de pauvres. C'était un immeuble de pauvres, construit pour les pauvres, où il faisait dur vivre. Et donc, je voulais qu'elle me raconte ça. C'était pas un intérêt fin. Oui. Donc ensuite, oui, c'est vrai que quand on a commencé à parler de son frère, voilà. C'est devenu difficile. Et alors, elle a eu cette phrase, enfin cette expression très belle, et que je m'explique toujours pas. Les souvenirs de la mémoire. Elle dit, vous faites revenir comme ça les souvenirs de la mémoire. Et c'est vrai que c'était extrêmement difficile pour elle de parler de ça. Et en même temps... Et vous voyez, c'est ça qui est très très beau quand on est... J'ai de la chance de faire ces deux métiers. Enfin, je ne crois pas qu'écrire, ça soit un métier pour moi, mais en tout cas, de faire des films, parce que quand vous écoutez les gens... alors j'imagine peut-être il y a des psychanalystes dans la salle et qui passent leur temps à écouter des gens. Mais moi, après, j'en fais un autre usage. Comment l'entretien, comment la rencontre se déploie et comment tout à coup elle a commencé à me dire que son père, qui était un homme extrêmement simple, qui était chauffeur de... Enfin, ils avaient, à la veille de la guerre, ils avaient une petite épicerie Nicolas. Mais c'était un type qui avait appris à écrire dans les tranchées et puis qui était chauffeur de camion. Et sa mère était femme de ménage, en fait. Et c'était tous les deux... Enfin, surtout la femme était une catholique fervente. Et tout à coup, elle a commencé à me raconter comment son père insistait toujours pour qu'elle voie les choses. Pour qu'elle voie. Donc, par exemple, quand les Allemands sont rentrés dans Paris, et au 209 rue Saint-Maur, c'est pas l'entrée de... C'est pas Melville, hein. C'est pas les Allemands qui défilent sur les Champs-Élysées. Ils arrivent par la rue du Faubourg du Temple et par l'avenue Claude Velfaux. Donc déjà, ne serait-ce que de se représenter ça, c'est-à-dire ce qu'on a transformé, nous, dans notre tête en cliché, tout simplement par les représentations abondantes qu'il y a eu, tout à coup d'imaginer, voilà, que c'était simplement que... C'était très beau pour moi d'imaginer par ces rues-là, et que son père l'a emmené donc voir les Allemands qui arrivaient, qu'ensuite son père l'a emmené à Drancy pour voir, et qu'ensuite son père l'a emmené sur les barricades de la libération de Paris pour voir. Et tout à coup, c'était quand même quelque chose, vous voyez, on parlait de sentinelle. C'est comme si le père d'Inonceau, qui par ailleurs avait donc caché pendant 2 ans dans la propre chambre de son fils engagé à la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui n'était pas d'un philosémitisme aigu, il avait caché une famille pendant 2 ans. Il n'a pas caché pendant des rafles, il a caché des gens, oui. Toute une famille, entre juillet 1942 et août 1944. C'est-à-dire pendant... Ça fait du temps quand même. Et la manière dont elle parlait, la manière dont elle disait, puis tout à coup elle commençait à me raconter une collègue de travail qui avait vécu à Drancy et dont elle se souvenait qu'elle lui avait raconté dans les années 60 comment, sous les papiers peints, il trouvait des numéros de téléphone, des mots, etc. C'est-à-dire toutes ces choses qu'on voit, qui sont diffuses maintenant, qui sont presque devenues des clichés.
je suis sûre que cette femme, elle n'avait pas regardé... Enfin, c'est pas quelqu'un qui a regardé Le Chagrin et la Pitié ou qui a regardé Drancy la Muette. Hein. Mais c'était quelque chose... Et ce processus de réminiscence qui se produit au cours d'un entretien, c'est quelque chose d'une force très grande. Voilà. Et dont on peut rendre compte à la fois par l'image, dans un film, mais qu'après, tous ces mots-là, il faut les... C'est intéressant que vous parliez des clichés parce que malgré tout, ils sont quand même à l'œuvre aussi dans le livre. C'est-à-dire que finalement, c'est que ce ne sont pas vraiment des clichés, mais ce truc qu'on a tous en tête des Allemands qui frappent à la porte brutalement, qui tapent sur le sol, ça revient. Après, il n'y a pas que non plus, je veux dire, et c'est ce que vous montrez aussi dans le livre, parce que si on va sur d'autres périodes, le fait divers, le crime dans les années 60, 70, bon, oui. voilà, ça correspond aussi à un cliché. Dire, vous travaillez contre le cliché, mais ça fait partie aussi des matériaux. Eh, bien sûr. Non, mais c'est ça qui était... Oui, vous parlez d'un meurtre qui a eu lieu dans les années 80. Ah, c'est 80. Où l'immeuble était encore vraiment extrêmement pauvre. C'est un meurtre minable, atroce et minable. Enfin, c'était un vieux monsieur qui habitait là depuis les années 30 et qui a été liquidé pour ses quelques économies. Enfin, on se croirait dans Détective quand même. Hein. Sauf que là, il y a les photos. D'ailleurs, les photos qu'un archiviste m'a données de la préfecture de police, enfin, il y a quelques photos qui sont prises sur le lieu du crime. Et là, en effet, c'est comme du roman photo dans Détective, en fait. C'est-à-dire, vous avez la petite pièce extrêmement... qui suinte le dénuement, les traces de sang sur l'oreiller. Et vous avez raison de dire que finalement, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas se contenter, comment est-ce qu'on est à la fois habité par ce que j'appellerais les panoramas, comme on voyait au 19e siècle, on voyait des panoramas, vous savez, hein, dans les foires ou on voyait comme ça des paysages figés. Et c'est par exemple, je me suis beaucoup posé la question pour le 19e siècle, c'est-à-dire, on peut se poser la question pour le 19e siècle, mais on peut se poser aussi la question pour des événements plus récents, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vers les choses obligatoirement avec des pas simplement des idées toutes faites, mais des images toutes faites, et qu'est-ce qui vient un tout petit peu animer finalement ce panorama figé, cette sorte d'archétype, parce que, vous voyez, l'immeuble au 19e siècle, c'est du Zola. Ou alors, si on le prend sous l'angle communard, c'est un exemple typique d'immeuble communard avec des barricades en dessous. Alors, qu'est-ce qui vient finalement un tout petit peu, quel est cet interstice ? Et cet interstice, j'avais bien réussi à le dire pourtant la première fois, j'aurais pas dû répéter, mais c'est un nom, c'est un métier, c'est tout à coup une indication, d'une lueur, d'une manière d'une certaine lumière, et surtout, et c'est ça qui était fascinant pour moi et qui m'emplissait de joie, le fil directeur, c'était quoi ? C'est que l'architecture, l'immeuble a été construit en 1850 comme une sorte de folie, comme il y en avait à l'époque à Paris, avec un jardin, un étage en U. Et puis finalement, en 1880, il a été rehaussé de telle sorte qu'il est devenu un immeuble avec 4 façades, 6 étages, etc. Donc un immeuble pour ouvriers, avec des toutes petites pièces de 12 mètres carrés, dans lesquelles chacun habitait. Mais donc, en gros, depuis 1880, la seule chose dont j'étais certaine, et là, tout à coup, on n'est plus dans le cliché, c'est que tous ces gens, ils étaient passés dans cette cour avec ce ciel au-dessus, c'est-à-dire cette forme carrée si belle que j'ai eu tant de plaisir à filmer, parce que vous savez comment c'est-à-dire il y a les nuages qui passent au-dessus, qui sont donc comme dans un cadre de tableau. C'est des lumières extraordinaires, c'est les toits de Paris tels que vous pouvez les imaginer. Mais la seule chose dont j'étais certaine finalement, c'est que tout avait passé par là, sous ce toit-là, enfin sous ce toit de ciel. Et là, vous êtes embarqué dans quelque chose qui va contre les panoramas. Oui. Vous êtes vous touchez quelque chose, et quand vous allez dans la cave, que vous voyez toutes ces caves, quand vous regardez les murs, quand vous voyez les traces de pieds qui sont sur les marches, etc.
Eh bien là, tout à coup, vous n'êtes plus dans le cliché, vous êtes dans quelque chose que je qualifierais d'organique. Et en fait, c'est pas au hasard que je prends cette notion d'organique. Je vous ai dit tout à l'heure que la complicité ou le lien qui pouvait me lier avec les personnes que je rencontrais, elle était presque organique. C'est-à-dire comment l'histoire, comment le passé et le futur, ou les espoirs du futur vivent en soi. Et bien là, il y avait ça, mais il y avait aussi tout simplement le contact extrême et attentif de l'organisme de l'immeuble, la foi accordée à l'espace. Vous parlez d'incarnation aussi, du coup, ça s'incarne par des vies. Quelles qu'elles soient, enfin, que vous ayez rencontré ceux qui ont traversé, qui ont vécu ou pas, parce que finalement, même vous le traitez de la même façon, quand la période de la Commune ou la période du début du XXe siècle, elle passe par ce désir d'incarnation aussi. Oui, et puis, mais d'incarnation qui est soumis, encore une fois, à l'absence, à l'hypothèse, à la question. Cette toute-puissance que je vous décrivais tout à l'heure, elle est évidemment trouée, en fait, de béances. Alors, il y a la fameuse béance de la guerre, énorme, mais il y a toutes les autres béances. Et donc, ce jeu-là, ces questions qu'on se pose, ces hypothèses qu'on fait, je pense qu'ils incarnent finalement la relation qu'on peut avoir avec l'histoire, avec le passé, avec les gens qui sont venus avant nous. C'est comme des questions adressées. Alors, on se demande... que faisait cette femme dont on retrouve une trace dans un fait divers du 19e siècle. Que faisait ce couple dont je me souviens, le titre du fait divers, c'est un jeune couple atteint de la monomanie du suicide. Quelques semaines après leur lune de miel, ils ont essayé de se suicider à plusieurs reprises. Ils y sont finalement parvenus. Et donc, dans l'article, alors là, vous êtes vraiment dans le discours très codifié du fait divers, du petit Parisien ou quoi que ce soit. Et puis tout à coup, ils décrivent les voisins qui viennent frapper à la porte en allant dans l'escalier. Et là, tout à coup, mais je les connais, ces escaliers. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un interstice. Et par exemple, il y a un autre fait divers qui est très intéressant pour moi, parce que c'est un fait divers des années 30. C'est un fait divers qui concerne un ancien de la guerre de 14, un dénommé Léon Gardeblé, qui est rentré sacrément amoché de la guerre de 14-18, à tel point qu'il était probablement, il était défiguré, et qu'il devait se faire soigner d'ailleurs à l'hôpital Saint-Louis qui était tout près. Et autrefois, d'ailleurs, le 209, en fait, appartenait à l'espace de l'hôpital Saint-Louis. C'était les jardins de l'hôpital Saint-Louis, 209 rue Saint-Maur. Et donc sa femme, un petit peu lassée de lui, a pris un amant, et cet homme va tuer l'amant. Et finalement, il aura un procès, mais il va être acquitté parce que c'est un ancien de la guerre de 14, et évidemment la femme amorale qui a pris un amant va finalement retourner au bercail, et c'est des gens dont je retrouve la trace en 1930, dont j'ai compris au terme, en utilisant justement les recensements, que c'était probablement les voisins de cet Henri l'Américain que j'avais retrouvé, et ils y sont restés jusque dans les années 60. Eh bien, pour vous donner un détail, les rapports de police indiquent, ils racontent comment Gardeblé, parce que sa femme l'avait déjà quitté, elle était revenue, mais là, elle était au bercail. Comment, après s'être fait soigner à l'hôpital Saint-Louis, il remonte chez lui, et le déjeuner n'était pas prêt. Le déjeuner n'était pas prêt. Ou les carottes, quelle était l'expression dans le rapport de police? Parce que c'est une voisine qui parle. Parce que en plus, tous les voisins qui parlent, etc., ça veut dire tous les regards qui se croisent. C'est-à-dire que vous pouvez les faire dans vos têtes. Qui regarde l'escalier A, qui regarde l'escalier B, etc. Tous ces croisements, ils ont un sens. Ils ont encore une fois, ils sont ancrés dans un lieu. Et c'était très drôle parce que j'ai une amie qui est une excellente historienne, elle qui est une vraie historienne à l'école des hautes études, à qui j'ai fait relire le manuscrit du livre. Et moi, évidemment, j'avais compris que je me disais, la voisine disait, il m'a dit, c'est cuit. Non, il m'a dit, ce n'est pas. La voisine dit, Léon Gardeblé m'a dit, ce n'est pas cuit. Et il est parti à Vincennes donc pour tuer l'amant de sa femme. Donc moi je me dis, il dit c'est pas cuit, il dit qu'il va peut-être récupérer sa femme.
Et dans l'autre rapport de police qui décrit la scène du crime, on dit, parce qu'ils étaient en train de déjeuner, l'amant et la femme, qu'il y a un plat d'endives tout fait. Et là, ma copine Judith, qui est une bien plus fine lectrice que moi, me dit « Mais non !» C'est évidemment, la question, en fait, c'est que ce qui l'a fait complètement craquer, c'est que le déjeuner n'était pas prêt. Et qu'en revanche, elle avait fait les endives pour son amant. Alors que moi, j'avais pris ça, rien n'est cuit, rien n'est... Voilà. Et donc, c'est un exemple complètement dérisoire que je vous donne, mais tout à coup, quand vous êtes en train d'essayer d'avoir des interprétations, de vous dire, de vous poser des questions, alors par l'identification, par plein de trucs, par ailleurs, ça dit quand même beaucoup de choses, évidemment. L'acquittement de cet homme, le fait que peut-être en effet ce qui lui a fait céder à ses instincts meurtriers, c'est que le déjeuner n'était pas cuit. Enfin voilà, donc ça vous dit beaucoup de choses sur qu'est-ce que ça voulait dire. Voilà, un meurtre d'un homme, enfin d'un amant par un mari dans les années 30. Enfin peut-être que ça serait pas très différent aujourd'hui, je n'en sais rien, mais peut-être qu'il serait pas acquitté aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est ces traces-là que voilà, diverses, variées, et c'était une écriture, enfin, je ne peux pas vous dire, quand j'écrivais, j'étais à la fois avec mes questions, mes béances, mes vides, etc. Et en même temps, ces détails-là, c'était à chaque fois un roman. C'était à chaque fois, ça vous fait partir l'imagination. Et c'est pour ça, l'histoire, c'est aussi beaucoup d'imagination. Je suis pas en train de... J'ai fait des études d'histoire, j'ai beaucoup d'amis historiens, ils sont très gentils. Non, mais je veux dire que je prends au sérieux l'histoire, mais que l'imagination, c'est aussi un des modes d'accès, quoi. Important. Et il y a un autre interstice qui est peut-être celui les hasards. Ces formidables hasards qui vous tombent dessus... au moment où enfin voilà, il y a un moment où vous êtes au désespoir de ne pas avancer sur vos recherches et d'un coup voilà, il se passe un truc qui est improbable. Une autre historienne de mes amies, Annette Vivorca, pour ne pas la citer, m'a dit, mais tu sais Ruth, dans toutes les recherches en fait il y a des hasards, ce qui est vrai. Bon, elle est très rationnelle en même temps. Il y a d'autres personnes qui appelleraient ça la providence. Oui. Moi, j'oscille. C'est vrai qu'il y a eu par exemple, là, on parlait de Janine Dinanso. Ne serait-ce que pour arriver à l'histoire de Janine Dinanso, pardon, parce que pour ceux qui ont lu le livre, ils connaissent déjà cette histoire, donc j'espère ne pas trop me répéter. Mais sachant que j'arrivais totalement vierge sur le terrain du 209, que la principale source, en tout cas la source élémentaire, c'était les recensements, tout à coup, dans un des recensements de 1946, je tombe sur un nom qui m'était familier, puisque c'était, j'ai très vite compris, puisque je l'ai appelé, le père d'un de mes amis. Ce père était mort, mais l'ami en question m'a dit, mais tu sais, mon cousin vit toujours, et donc il y a cette histoire, ils ont été cachés au 209 rue Saint-Maur par ce couple Dinanso, etc. Donc déjà... Pour avoir eu vent de cette histoire, c'était déjà un premier hasard, c'est-à-dire que ce nom-là, voilà, était celui de mon ami qui m'a raconté cette histoire, etc. Il restait à trouver ces fameux Dinanso. Et donc, voilà, j'ai cherché, enfin, j'ai beaucoup cherché, avec plein de moyens, un petit peu de détective, dont je vous passe le détail, mais c'était une recherche assez longue. Et donc, c'est ce que je raconte dans le livre. Et ça, par exemple, c'est dommage que ça soit pas dans le film. Vous voyez, mais c'est impossible que ça soit dans le film. Eh bien, un jour, j'étais à la maison de production avec marqué Dinanso, gros point d'interrogation. Mais vraiment, hein, j'étais à une table. Et tout à coup, la directrice de production du film passe derrière mon dos et me dit, tiens, c'est bizarre, Dinanso. Il y a une femme qui s'appelle comme ça dans le village de mes parents à Nantes, enfin dans la banlieue de Nantes. Bon. Inutile de vous dire que j'ai écrit une lettre, etc., et qu'il s'est avéré que oui, cette femme était bien la bonne Dinanso. Mais quelle chance y avait-il pour que Florence Guinaudot passe derrière moi ce jour-là, voit le nom Dinanso inscrit, et quelle chance y avait-il pour que quelqu'un qui était vraiment au cœur, finalement, de toute cette dramaturgie du 209 rue Saint-Maur habite, en effet, en lisière du village de ses parents. Et ben voilà. Mais je pense que tant de gens... je ne sais plus parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps un très beau texte sur le hasard comme ça. Mais je ne sais plus ce que c'est. Mais qui parle justement de la question de la providence.
Mais est-ce que ça arrive? Parce que je pensais aussi à l'exemple de cette petite annonce pour retrouver la dame en Australie. Ouais. Bon, il y a la chance évidemment, mais quand même vous blindez aussi les processus avant, c'est-à-dire vous faites en sorte que de déclencher la chance aussi. Mais parce que ça, c'est aussi quelque chose à quoi je crois. C'est-à-dire que Oui. la chance, elle surgit quand vous l'avez vraiment cherchée. Donc, vous voyez, est-ce que c'est de la chance? J'en sais rien. Enfin, c'est des signes. Mais il y a eu tellement de choses, je vous passe le détail. Mais chacun dans votre vie, vous avez, n'est-ce pas, une vie tous jalonnée de signes comme ça, étonnant. Qu'on se plaît à reléguer du côté... bon. Mais c'est quelque chose à quoi je crois profondément. De la même manière que je n'ai aucun problème à dire devant cette assemblée éminente que je crois aux fantômes. Il paraît que c'est pas bien vu de le dire, mais moi je crois aux fantômes. On va peut-être pas se lancer dans ce débat-là. On y reviendra si vous voulez après. Mais vous savez, c'est pourtant une question importante. Est-ce qu'on croit aux fantômes ou pas? Non, mais je veux dire pour de vrai. Il y a un très bon roman d'Éric Faye, publié au Seuil l'année dernière. Ah oui, que j'ai pas lu. Ah, alors c'est un livre très intéressant. Justement, il vous laisse avec le suspens Et il y a la réédition du magnifique Peter Ibbetson, qu'on doit pouvoir trouver ici, Oui. De Georges Dumouriez, voilà, qui parle aussi très bien des fantômes. Parce que je viens de l'acheter, c'est pour ça. Je viens de le relire. Ça vous prend combien de temps, concrètement, entre le début, au moment où vous trouvez l'immeuble et vous terminez les recherches et vous estimez que vous pouvez mettre un point final à toute cette histoire que vous avez grattée? Peut-être que ça continue encore, je ne sais pas. Oui, le tout a mis peut-être 6-7 ans. Ouais. Entre les recherches, faire le film, ensuite écrire le livre, oui, je dirais que j'ai dû trouver, je ne sais plus, j'avais la date exacte du jour où j'ai choisi le 209 rue Saint-Maur. C'était en octobre. D'ailleurs, c'était peut-être un 1er octobre. Non, mais je ne rigole pas parce que je le sais très bien, parce que c'est l'anniversaire de ma fille le 30 septembre et que c'était le lendemain de son anniversaire, donc c'était le 1er octobre. Il y a pas de hasard. 7 ans. Voilà. J'ai du mal à imaginer le volume d'archives, de documents que ça représente. J'aimerais que vous m'aidiez à le penser, ça. Alors, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que toutes ces recherches-là, il y a par exemple le livre, je pense, très important qui est paru il y a 10 ans, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, de Daniel Mandelson, qui s'appelait Les Disparus. Ensuite, qui a été suivi dans le même genre par celui d'Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents, que je n'ai pas eu. Toutes ces recherches-là, je veux dire, évidemment, un certain nombre d'archives papier étaient accessibles, mais toutes ces recherches-là, elles ont été rendues possibles par Internet. C'est-à-dire, on parle aussi d'une écriture qui est très liée finalement à la technique qui la permet, qui la produit. Internet permet énormément de choses, en dehors du fait de retrouver des gens. Par exemple, pour vous donner tout simplement un exemple, elle permet d'avoir accès, il y a des archives qui sont en ligne. Il y a évidemment un tas d'archives que j'ai été consulter sur place. Mais pour vous donner un exemple, pour le 19e siècle, ce que j'ai fait pour retrouver les gens qui étaient partis en 14-18, c'est ultra difficile, hein. Ou même de savoir qui habitait là au 19e siècle. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que, et ces archives de Paris, maintenant, c'est des archives qui sont numérisées. J'ai regardé, vous savez, il y avait des carnets matricules militaires. Alors, par bureau. Donc, c'était très fastidieux, hein. Donc, j'ai fait défiler le deuxième bureau, enfin, c'est pas le bureau d'espionnage, hein. Et en regardant, parce que les adresses sont notées. Donc là, par exemple, vous voyez, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais ça, c'était possible parce que je les avais en ligne, parce que je pouvais le faire tard le soir, parce que je pouvais... après, là, je vous donne l'exemple des archives. Mais prenons le site Gallica, que vous connaissez aussi. Là, les faits divers dont je vous parle, c'est pas moi qui suis allée à la BN pendant des jours et des jours pour dépouiller le Petit Parisien, etc. C'est que maintenant, il y a tout simplement un site qui s'appelle Gallica et que si vous rentrez votre adresse ou alors 209 rue Saint-Maur, et ben tout à coup, il y a des choses qui vont tomber. Alors évidemment, après, c'est à vous de pas vous contenter de ça, de poursuivre les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on a accès à tellement de choses
que voilà. Donc c'est beaucoup d'archives. C'est beaucoup réel, papier et numérisé. Et cette question que je vous avais pas posée tout à l'heure sur la triple perspective du livre. Il y avait le historique, mais il y avait aussi la question sociologique et anthropologique. Moi, je continue à y voir comme vraiment quelque chose de très fort dans le livre. Est-ce que j'imagine que c'était là dès le départ, de vouloir aussi nous brosser un portrait de la France. Parce que moi, je crois que vous avez pris un immeuble parisien parce que vous habitez Paris, mais je pense que ça aurait été la même chose pour un immeuble toulousain ou pour voilà, tous les immeubles ont effectivement leur histoire qui mérite d'être racontée et qu'il y a quelque chose de très fort là dans le livre de ce souci anthropologique et sociologique, de montrer quelque chose, une évolution de la France aussi. Ah oui, bien sûr, mais je ne sais pas si je le qualifierais, en tout cas mon souci d'anthropologique et sociologique. De fait, ça donne des données anthropologiques et sociologiques, c'est-à-dire que vous voyez vraiment très clairement un tas de choses à l'œuvre, en l'espèce pour le 209 rue Saint-Maur, qui, comme vous le savez, dans le nord-est parisien, qui fut autrefois un quartier très prolétaire, est devenu un quartier qu'on appelle gentrifié, etc. Enfin bon, il y a toute cette évolution sociologique que vous connaissez, qu'on pourrait retrouver dans de nombreux centres-villes, sur la question des strates d'immigration provinciale, puis italienne, puis juive, puis arabe, puis portugaise, enfin, sur la manière dont l'immeuble se dégrade progressivement et que finalement au locataire succède un marchand de biens. Enfin, au propriétaire historique succède un marchand de biens qui revend l'appartement par lot, ce qui explique sa gentrification, etc. Les pièces sont... Enfin, il y a tout un tas de données comme ça. Mais franchement, pour moi, c'était pas l'enjeu principal. L'enjeu, c'était les histoires, c'est-à-dire c'était raconter, c'était essayer de donner par l'écriture ce vertige qui me saisit quand je passe devant un immeuble. Et vous savez, vous connaissez très bien évidemment le parcours de Georges Perec quand il parle de la vie mode d'emploi, en parlant ça part d'un dessin d'ailleurs qui était paru, je crois, de Saul Steinberg en 1949. Il dit, imaginons qu'on enlève une façade. Alors évidemment, son adresse de la vie mode d'emploi, elle est imaginaire. Mais là, c'était l'excitation, en fait, de me dire... et là, c'est vrai. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette excitation. C'est-à-dire que moi, j'aime aussi beaucoup écrire de la fiction. J'aime beaucoup imaginer aussi. Mais là, il y avait une sorte de flux... de flux narratif, en effet, qui puisait à tellement de sources, comme vous le dites, qu'elles soient historiques, sociologiques, anthropologiques, etc., mais qui, plus que tout, enfin, se résume au fait de raconter des histoires, et des histoires sur le long cours, et d'avoir cet immeuble qui est une sorte de gardien de phare. Alors, d'habitude, dans Baudelaire, les phares... c'est Rembrandt ou c'est les sanglots comme ça qui se transmettent d'âge en âge. C'est les phares de la peinture chez Baudelaire. Mais moi, je crois que ces sanglots-là, enfin, je ne veux pas être emphatique, mais en tout cas, les sanglots qui se transmettent d'âge en âge, ça peut être aussi les sanglots de toutes petites gens qui nous ressemblent. Merci, parce que vous voyez, vous me précédez, j'y venais, la place et la présence de la littérature dans le 209 rue Saint-Maur, parce que c'est aussi quelque chose, moi je suis plus un libraire de littérature que d'histoire, ma partie c'est la littérature, et c'est vrai que j'ai été extrêmement sensible à ça, cette présence, au travers de votre écriture, au travers de la place que vous mettez de vous dans le livre, la place que vous accordez au lecteur aussi, on va y venir après si vous voulez, mais on va peut-être continuer un peu sur Perec, parce que c'est vrai qu'il est très présent. J'avais envie de vous remettre en mémoire ce qui est au début, mais vous le citez, au début et à la fin du livre, au début de la vie mode d'emploi, c'est la citation de Jules Verne, « Regarde de tous tes yeux, regarde », qui est magnifique pour le... Enfin voilà, elle pourrait être... Elle n'est pas en exergue de... Non, c'est pas ça que vous m'avez mis en exergue du livre. C'est une autre citation. Oui, j'ai un trou de mémoire là. Oui, non, mais c'est-à-dire que Regarde de tous tes yeux, regarde, elle est tellement importante pour moi que je ne sais même plus si c'est celle que j'ai mis en exergue. Au début, il y a Dickens. Et oui, parce que Dickens,
C'est le maître suprême. Ah oui. Ah bah oui, quand même. C'est le maître suprême. Ah oui, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Dickens? Il raconte... Enfin, non, je me comprends pas Dickens, hein, attention. Mais en tant que lectrice, je suis une lectrice avant tout. Hein. Donc, bah oui, Dickens, il raconte ça. Il raconte des petites vies et le lien qui se fait entre elles. Et donc, il y a ce magnifique personnage dans ce livre sublime qui s'appelle De grandes espérances, qui est un livre très beau. Et oui, pour revenir à Pérec, oui, non, mais là, la référence, elle est tellement évidente de toute façon, que ce soit la vie mode d'emploi, que ce soit espèce d'espace, que ce soit pensée classée, que ce soit la tentative, je sais plus quel est le titre. L'épuisement du lieu parisien. L'épuisement d'un lieu parisien. L'infraordinaire. L'infraordinaire. Enfin là, je veux dire, on est péréquien en diable. Mais ça, pour le coup, je pense qu'il y a un tas, là, non seulement d'écrivains. Là, il y en a. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains contemporains qui sont les enfants de Georges Perec. On va commencer par exemple, par les deux plus éminents, qu'on les aime ou pas, d'entre eux, Houellebecq ou Carrère. Je pense que c'est vraiment deux personnes qui sont nourries par Georges Perec. Mais les historiens aussi. Enfin, je pense que Pérec est probablement, enfin pour moi, l'écrivain du 2e, 20e siècle qui est le plus, voilà, qui est le plus important. Alors en plus, évidemment, vous imaginez bien que voilà, tout le parcours de Pérec, toute la question autour de l'espace, du lieu, de ce lieu sans origine, enfin de cette aspiration à un lieu d'origine, un lieu avec des racines. Alors que lui-même, comme vous le savez, sa rue Villain, enfin, dans laquelle il a grandi, a été remplacée par le parc de Belleville dans les années 70, et que c'est quelqu'un qui a beaucoup tourné autour de la question de la disparition des lieux et des gens. Oui, Pérec, il flotte quand même comme un voilà. La vie mode d'emploi, vous savez, il l'a écrit très vite, Oui. et dans une allégresse extraordinaire. Ça, je ne savais pas qu'il avait écrit très vite. Oui. Parce que quand on voit le carnet de contraintes, le cahier de contraintes qu'il a constitué... Mais une fois qu'il a placé les contraintes, Ouais. le temps de rédaction Ah bon ça a été... ça a eu 3 ans au maximum. D'accord. Ah, c'est dingue. Ouais. Et en fait, il le dit, c'est Et ça, je savais pas que le bonheur le bonheur de toutes ces histoires qui... et comme tous s'emboîtaient extrêmement bien, puisque... les contraintes, en fait, c'était pas un problème pour lui, de fait. Mais voilà, il pouvait sortir des histoires, tant et plus. C'était vraiment un livre qu'il a écrit très facilement, beaucoup plus que les autres, paraît-il. Ouais. Donc ça, c'est bon, Jules Verne. Après, il y avait Balzac quand même aussi, parce que, pas seulement pour la partie 19e, mais cette façon de prendre la totalité. Ou d'essayer de totaliser quelque chose au travers de la réalité de l'immeuble. C'est-à-dire que on revient sur la perspective de faire sortir la grande histoire, mais... Oui, non, mais Balzac, je ne sais pas quoi vous dire, parce que Balzac, c'est une lecture, ultra importante, quoi. Et notamment le Balzac parisien. Je dois dire, même s'il y a énormément de romans provinciaux que j'aime beaucoup de Balzac, que je trouve très beau, mais notamment le Balzac parisien. Justement, cette historienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette historienne amie a fait c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le Paris balzacien et ensuite revisité, par exemple, comme un rêve par Barbey d'Aurevilly. Parce que le Paris balzacien, c'est évidemment les grands boulevards. Par ailleurs, c'est pas loin des lieux vers lesquels moi j'habite. Donc, je suis toujours, même si, comme vous le savez, la forme de la ville a beaucoup changé depuis Balzac. Mais ce que je veux dire, c'est que Balzac, ou de toute façon l'écriture de Paris, c'est une écriture qui est tellement abondante. Je veux dire qu'on commence par Sébastien Mercier, qu'on continue par Balzac, qu'on poursuive par Benjamin, Léon-Paul Fargue, Henri Calais. Je pense que je cite... n'en jetez plus. Et c'est ça qui est aussi extra... évidemment que quand moi j'étais dans l'immeuble, je suis une lectrice de tous ces gens. Et c'est ça aussi les strates que je décris, c'est évidemment les strates de l'immeuble, mais c'est aussi les strates d'une lectrice de Paris. Donc tout se mêle, si vous voulez. Je crois qu'aucune ville n'a produit comme Paris
n'a produit ce sens de la promenade, ce sens de la strate, qu'on l'aborde alors en effet par la divagation, par la déambulation ou par l'emprise sociologique balsacienne, quoi. Mais c'est sûr que pour moi, c'est très clairement un livre qui s'inscrit dans cette tradition très féconde. Je veux dire, le paysan de Paris. Enfin, vous voyez, moi, je pense que je suis une paysanne de Paris, puisque je n'ai pas de petit pays, comme on dit. Moi, mon petit pays, c'est Paris. C'est mon jardin. Et le fait que ce soit un récit avec autant de place qui est accordée à la narratrice, c'était évident dès le début aussi que vous ne pouviez pas faire quelque chose de travailler plus d'historienne, enfin, vous voyez, de garder vos sentiments, de garder vos émotions, parce que ça revient très très régulièrement, le bouleversement qui vous étreint quand on vous raconte une histoire ou quand vous tombez sur un détail. Et peut-être trop alors. Non, non, au contraire, non, je pense pas. Non, mais ça dépend de ce que vous voulez faire de votre livre. Moi, je pense que vous le faites dans la justesse et la rigueur, mais vous auriez pu prendre aussi cette option d'être plus historienne et de mettre les choses plus en retrait par rapport à vous mettre en retrait, vous narratrice, alors que là non. Mais d'abord, encore une fois, je ne suis pas une historienne. Et la deuxième chose, c'est que si on parle de la question du lien, que ce soit la question du lien aux gens, la question du lien à la ville, il faut que les paroles soient entendues et adressées. Enfin, c'est-à-dire, pour moi, ça n'a fait aucun doute là-dessus. Que oui, bien sûr. Alors, j'ai essayé quand même de faire un récit de moi plutôt à l'économie, mais oui, cette question-là, elle était assez claire pour moi dès le début. Et du coup, par la bande, ça implique une attention portée au lecteur, je trouve. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est dans les préoccupations de l'écriture, où vous ne pensez pas au lecteur. Alors, je pense que j'ai plus pensé au lecteur là, parce que quand je fais des films, je pense pas mal au spectateur, surtout avec des histoires aussi complexes que celle-là, parce que c'est une histoire complexe, donc il faut que je m'assure que les gens comprennent un tout petit peu. Je pense que donc il est probablement là, parce que d'habitude je pense pas du tout au lecteur. Ah oui. Et je m'en réjouis. Non mais je veux dire, mais c'est très bien de penser au lecteur aussi. Donc là il y a probablement un effort plus poussé pour que les gens comprennent, parce que je sais que je les emmène sur des terrains un peu non pas arides, mais en tout cas ne serait-ce que les histoires de famille, etc., ça peut être très pénible. Donc je sentais qu'il fallait que je guide les gens. Enfin, que je les guide, qu'on marche ensemble, quoi. Oui, puis bon, c'est quand même, encore une fois, c'est un livre de promeneuse, pardon de me répéter, donc la balade est bonne à plusieurs. Voilà. Bon, il y a peut-être des questions parmi le public, enfin, je suis sûr qu'il y en a. Ouais. Allez-y, madame. Je ne peux pas faire circuler le micro, je suis désolé. Il faut parler bien fort. En fait, c'est la première fois. Je vais vous dire la vérité. En fait, Modiano, oui, bien sûr, Modiano. Mais Modiano, en fait, je dois vous dire que Modiano, je l'ai connu très jeune, par hasard, parce qu'il habitait à côté de mon lycée. Et comme moi, j'aimais beaucoup ses livres, je l'ai abordé. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Modiano... on a eu une longue histoire d'amitié, mais très modianesque. C'est-à-dire avec beaucoup d'écart. Là, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, et on a beaucoup marché ensemble. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a tellement formée et qui est tellement proche pour moi que c'est plus facile de parler de gens que vous n'avez connus que dans les rayons d'une bibliothèque que de gens... non pas que je veux dire, c'est pas du tout que j'ai une proximité amicale particulière avec lui. Encore une fois, je veux dire, on s'est vu parfois à de nombreuses reprises. Là, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais il est évident que tout le travail je veux dire que Dora Bruder, par exemple, mais pas que Dora Bruder, hein. Voilà, qu'il y a les boulevards de ceinture, que la question de la sensibilité à la ville, elle a été aussi très formée à la fois par sa lecture et par sa fréquentation. Bonsoir, je voudrais vous parler
parlez de la fin de votre film. Vous réunissez dans la cour du 209 les survivants et les descendants de tous ces gens qui ont vécu là. Est-ce que ça a été difficile de les réunir? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu venir? Voilà ma question. Alors, c'était techniquement très difficile, parce que, oui, en effet, il y en avait qui arrivaient de loin, enfin, donc c'était compliqué à filmer. Et il y a une seule personne qui a refusé de venir, c'est Albert Baume. Et Albert, mais je comprenais tellement en même temps. Presque, je pense que j'aurais commis un sacrilège, quoi, enfin, même en le faisant... Odette était revenue 1 ou 2 fois. Albert n'était plus revenu depuis 1947 au 209 rue Saint-Maur. Donc, c'était pas possible pour lui de revenir. Je me souviens du témoignage de la fille de la concierge qui revient, qui est âgée maintenant. Et qui dit, pardon? Qui dit, par exemple, il me semble qu'elle dit, oui, quand il y a une rafle dans l'immeuble, il y a une femme qui descend d'un appartement avec un bébé et qui donne le bébé à sa maman, à la concierge. Voilà. Oui, alors voilà. Alors justement, par exemple, ça, vous voyez, c'est bien que vous en parliez, puisque donc il y a d'ailleurs, j'espérais en voir un des deux, puisqu'il y avait 3 frères Goldstein et il y en a un qui habite pas loin d'ici. Et j'espérais qu'il viendrait, mais enfin, il est déjà venu à d'autres projections du film dans le coin, donc je lui en veux pas. C'est en effet toute une histoire, ces 3 frères, donc avec un aîné qui est mort depuis, 2 plus jeunes, et leurs parents, le père a été déporté en 41 et la mère a été déportée en 1944, et donc les 2 aînés avaient été cachés et le petit était resté avec la mère, enfin on croyait qu'il était resté avec la mère. Et donc, dans le film, en effet, Miquette, la petite fille de la concierge, dit que en fait, la mère a déposé le bébé dans les bras de la concierge, qu'il a caché, gardé quelques jours, avant finalement de le confier à l'assistance publique. Et en fait, si vous lisez le livre, vous rendrez compte qu'en fait, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Et ça dit bien les choses, en fait. Ça dit bien comment la mémoire... évidemment, elle reconstruit. Je pense qu'il y avait beaucoup de mécanismes à l'œuvre pour qu'elle pense ça. Il est évident que cet enfant, il a été chez sa grand-mère, hein. Mais ça s'est pas passé comme ça. En tout cas, c'est pas sa mère qui l'a donné dans cette sorte de vision dramatique, de panorama, justement. Comment est-ce qu'on fait pour aller dans les panoramas? Il y faut à la fois une forme de rigueur et puis d'obstination. Et vous voyez, du coup, maintenant j'ai compris ce qui s'est passé, pourquoi cet enfant, enfin maintenant il a 75 ans cet enfant, mais pourquoi est-ce qu'il a été sauvé? Et par exemple, c'est quelque chose que j'écris, quand j'ai compris ce qui s'était passé, c'était quelque chose pour moi de très difficile à écrire, et d'abord à dire aux personnes concernées, en me disant, mais finalement, est-ce que de dire ça, en l'occurrence, ça veut dire qu'il n'a pas passé les 6 derniers mois de sa vie avec sa mère. Il a été à l'hôpital Saint-Louis, enfin, vous verrez dans le livre. Et tout à coup, je me disais, mais c'est tellement violent. Parce que lui, il ne savait pas trop ce qui s'était passé, mais finalement, il s'était construit une idée selon laquelle il était avec sa mère, qu'il n'a plus revue ensuite. Vous voyez, voilà, là, c'est par exemple, ça, c'est pendant le livre, ça a été le cas le plus compliqué pour moi. Et finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'en ai parlé d'abord à son frère, et puis je l'ai appelé ensuite. Et voilà, et maintenant, c'est écrit. Et c'est la vérité, enfin, c'est pas la vérité, mais enfin, je sais pas mais en tout cas, c'est ce qui est le plus près de ce qui s'est produit. Et donc, cette mère n'a jamais donné son enfant à la concierge. Donc la fin de mon film, elle raconte ça. Elle raconte qu'on se trompe. Et aussi que c'est normal. C'est peut-être pas la mère, mais c'est bien quelqu'un qui a donné l'enfant à la concierge. Absolument, absolument. Non, mais ça, vous verrez dans le livre. En fait, Je l'ai lu, le livre. Hein. Je l'ai fini hier, et c'est pas pour le casser. C'est vrai, j'avoue que j'ai été assez mal à l'aise à certains moments, notamment quand vous allez aux États-Unis voir ce fameux Henri. Et je me suis dit, ce monsieur, il essaye de tout oublier. Et finalement, vous arrivez à lui dire un certain nombre de choses. C'est plus sa fille, en fait, qui est intéressée, en fait, par ce que vous lui apprenez, que lui qui veut, en fait, tout oublier.
il a reconstruit sa vie aux États-Unis. J'ai eu des fois un peu de mal. Mais à la fin du livre, en fait, vous avez expliqué un certain nombre de choses qui m'ont fait penser autrement. Mais pendant la lecture du livre, de temps en temps, j'étais en colère contre vous. Parce que vous remuiez des choses, en fait, très compliquées pour des gens qui essayaient de se reconstruire. Alors, il y a des gens qui aiment beaucoup parler, puis d'autres qui essayent de se reconstruire d'une autre façon en oubliant les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Bon, à la fin du livre, j'ai été réconciliée avec vous. Ah, ben heureusement alors. Mais c'est que, en fait, vous expliquiez que vous aussi, vous étiez posé des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas été trop... Non, et puis d'une part, surtout, enfin, croyez-moi, à chaque étape, en fait. Sûrement, oui, mais vous comprenez que de temps en temps, j'essaie... Bien sûr, mais bien sûr. Parce que alors, vous ne pouvez pas me mettre à la place de ces gens, mais j'essayais de dire, mais pourquoi les ennuyer avec ça? Ils essayent de revivre. Alors, ils ne revivent pas de la même façon, parce que c'est impossible d'oublier tout ce qui s'est passé par rapport à leur vie ou leur non-vie, en fait, d'enfant. Mais... Alors, vous avez raison, et d'ailleurs, bon, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, il y a quelque chose, une réponse que je me fais à moi-même. Alors, on n'est jamais loin des arguments pour se donner bonne conscience. Mais là, pour le coup, mon expérience de réalisatrice... mon expérience de réalisatrice m'incite à penser la chose suivante. C'est que quand quelqu'un ne veut pas, c'est évident. en même temps, c'est nécessaire qu'on continue à parler de ces choses-là. La question, c'est quand quelqu'un... C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'ambivalence des gens. C'est tout. Parce que quand quelqu'un ne veut pas, c'est évident. Et vous me faites là, pour le coup, suffisamment confiance, j'espère, pour imaginer que j'irai pas forcer la porte de quelqu'un qui ne veut pas l'ouvrir. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les ambivalences des gens en face de soi et nos propres ambivalences. Mais en même temps, peut-être que ça a soulagé certaines personnes de enfin pouvoir parler de ça ou d'apprendre des petites choses. Vous savez, quand à la fin du livre, il y a des je ne sais plus le nom des personnes qui touchent la rampe de l'escalier en disant mais mon père ou ma mère. C'était lui, C'est horrible. la poignée de la porte. C'est vrai que c'était peut-être après peut-être qu'il se continuera à se construire peut-être plus facilement en ayant toutes ces petites brides de leur Il est mort. vie, en fait, dans la vie de leur maman, en fait. Parce que pour la plupart, ils étaient tout petits, en fait. Quand, Mais il est mort, Henri, justement. c'est un très beau livre, j'ai beaucoup apprécié ce document. En fait. Dans le film, ce qui est saisissant avec Henri quand il arrive devant la porte, quand il vous pose la question est-ce que j'aurais pu toucher la poignée ou est-ce que mes parents ont pu toucher, il fait 2 pas en arrière. C'est une réaction qui est fascinante aussi. Vous avez dû avoir comme ça des réactions totalement imprévues. Enfin. Ah non, c'est pas imprévu, c'est normal, c'est le langage des corps. Oui. C'est bien. Vous attendiez à ça? À ce qu'il soit à ce point obsédé par de savoir si la rampe, le sol, les pavés dans la cour. Vous savez, la vérité, c'est que je pense que, par exemple, sur la question, cette fameuse séquence des pavés, etc., elle est à la fois très belle et en même temps, par exemple, dans sa manière de dire, mais est-ce que ça, c'était... Je pense qu'il y avait aussi quelque chose de très américain. Ah oui. Ah, j'ai pas pensé à ça. Des Américains. Et c'est ça qui était... Parce que c'est un Européen. Je veux dire, ses parents, ils venaient de Pologne. Son frère, il a grandi en Allemagne. Lui, il était à Paris. Mais moi, comment je l'ai entendu au départ, c'était presque comme un Américain. Vous voyez, qui dit « Ah, mais c'est très vieux ici ». Et ce qui était extraordinaire, parce que moi, ce qui m'a bouleversée, c'est ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire, ce qui s'est passé ensuite, c'est tout à coup ce qui s'est passé dans les escaliers, ou tout à coup, alors qu'on parle justement de la question des salles de bain, et où très américain pour le coup, il me dit « Comment? Il n'y avait pas de salle de bain dans mon appartement ?» Ben non, il n'y avait pas de salle de bain, quoi. C'était, lui, c'était quand même un 2 pièces. Non, c'était les bains publics. Sa fille était là, elle était hallucinée par cet immeuble, quoi. Et là, tout à coup, il s'est produit ça, c'est-à-dire tout à coup, c'est même pas une réminiscence, c'est quelque chose. Alors là, c'était quelque chose de magnifique, Et où là, pour le coup, voilà, vous voyez, tout à l'heure, je parlais des interstices. Bizarrement, pour moi, ce qui s'est passé, par exemple, avec les pavés ou la porte touchée,
C'était moins... C'était... Mais ce qui s'est passé quand tout à coup j'ai vu presque la trajectoire du souvenir remonter en lui, et que ce soit un souvenir corporel, c'était quelque chose de... Et la fierté qu'il a eue. La fierté, enfin quelque chose, il n'en revenait pas. C'était quelque chose par quoi il était saisi. Donc c'était vraiment... Non, c'était un moment, en tant que cinéaste, je dois dire que c'était un moment extraordinairement... Parfois on est aveugle sur ce qui se passe quand on tourne. Mais c'était complètement perçu, enfin, c'était extrêmement sensible, c'était absolument bouleversant. Et Oui. je trouve que vous avez un courage extraordinaire, non seulement de toute votre démarche, mais d'aller les rencontrer et de les réunir. Comment l'idée vous est venue de les rassembler? Parce que ça, c'est pas un travail d'historien, ça va bien au-delà. Et il y a une émotion. Mais je ne suis pas historienne. C'est moi qui vais absolument la mettre dans la case des historiennes, non? Ça va bien au-delà. Non, mais... C'est-à-dire qu'on sent votre implication personnelle et l'idée que vous aviez de créer quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que justement... Mais parce que, en fait, ceci dit, en blaguant, quand je vous dis je ne suis pas historienne, quand je vous dis la question de l'immeuble, la question de l'échelle, c'est évidemment une question de choix littéraire, mais c'est évidemment aussi un problème d'histoire, ce qu'on appelle la micro-histoire. C'est-à-dire que là, ce qui est très particulier dans cette rencontre, c'est que c'est pas des gens qui sont connus. Encore une fois, c'est des gens dont on sait qu'ils ont tous eu ce ciel au-dessus de leur tête, et leurs parents également. Ça, c'est certain. Ça, on peut le savoir, on le sait de façon indubitable. Mais surtout, la deuxième chose, c'est qu'en réalité, ils ont des liens entre eux. Et c'est ça qui fait aussi la force d'un immeuble. C'est qu'en fait, c'est une collectivité, que c'est des interactions sociales, que c'est donc des liens... je veux dire, combien de liens sociaux vous avez oubliés, qui ont compté dans votre vie? Et que tout à coup, qu'est-ce qui se passe dans cette cour? C'est que tout à coup, ces liens disparus, et c'est normal, parce que le temps a passé, ils ressuscitent. Et que c'est pas simplement de rencontrer quelqu'un qu'on a vu autrefois, c'est que les liens, et que là, pour le coup, pour la guerre, c'était des liens de vie et de mort. Oui, mais il fallait vraiment que vous ayez une intention, enfin, quelque chose en vous. Ah oui, non, j'avais plein d'intentions. Pour provoquer ça. Oui. Parce que la micro-histoire, c'est passionnant. Bon, tant Claire Zal, qui était venue il y a quelques années présenter son livre. Ah bah, Claire, je n'ai pas nommé, mais Claire, elle a été... vous en parlez, oui. Bien sûr. Et Yvan Jablonka et toute cette micro-histoire, c'est tout à fait passionnant de passer à travers chaque individu. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose d'autre et une émotion extraordinaire. Mais parce que je crois aux fantômes. Voilà, on va y croire aussi. Non, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Alors, une question et une petite remarque. Alors, d'abord, je suis vraiment étonnée par le fait que vous soyez tombé sur cet immeuble par hasard, étant donné l'histoire qu'il a véhiculée à travers ces 2 siècles. Et puis également, je ne peux pas m'empêcher, à travers cette histoire que les occupants du 209 ont vécue, à ce que j'ai vu fréquemment en Allemagne et dans certaines villes de France qui sont les Stolpersteine. Et je me demandais si justement votre travail sur ce 209 ne pouvait pas avoir un peu cet effet-là, puisque à Paris, enfin, ou alors je n'en ai pas remarqué, je n'ai pas l'impression qu'on voit ce genre de mémorial, en fait, de pavé du souvenir à Paris. Et c'est vrai que je n'ai pas lu votre livre, mais tout ce que j'entends ce soir, et j'ai vu votre film, me fait vraiment penser à ça, comment on peut rappeler l'histoire, la petite histoire par... vous l'avez fait de façon grandiose, mais par... voilà, un petit morceau de pavé. Alors, côté première chose, croix de bois, croix de fer, j'ai vraiment choisi le 209 au hasard. C'est-à-dire, je ne m'amuserais pas à raconter des choses comme ça si elles n'étaient pas vraies. Ce que j'explique dans le livre, c'est que dès que je suis rentrée chez moi le soir, et notamment, il y a cette carte qui existait, donc une carte, vous verrez, qui était élaborée par Jean-Luc Pinol, je crois, et Serge Klarsfeld, qui est une carte avec où on peut
par adresse, on peut rentrer les adresses et voir quels sont le nombre d'enfants, sur les enfants déportés. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été au 209, j'avais choisi d'autres, je m'étais baladée, enfin vraiment, il y a eu beaucoup d'immeubles. Je suis rentrée dans celui-là, il y a eu un truc très particulier qui s'est produit. Et donc, en effet, le soir même, j'ai commencé à regarder. Et là, il y a non seulement cette carte, mais d'autres choses qui ont commencé à sortir très rapidement. Mais le choix de l'adresse, je vous assure qu'il est dû au hasard. Et la deuxième chose, c'est que j'ai entendu parler d'une initiative de l'Union des étudiants juifs de France après le film. À Paris, ils ont apposé des affichettes, en fait, sur les immeubles concernant les enfants. C'était très troublant pour moi. Ces affichettes, d'ailleurs, je dois dire que la plupart ont été déchirées assez rapidement et que c'est quelque chose qui a dû avoir lieu il y a quelques mois. En quelques semaines, hein, elles étaient déchirées. Il en subsiste quelques-unes. Donc ça parle aussi, il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus, mais ça dit aussi quelque chose de très fort sur ce qui peut se passer en France aujourd'hui. Et c'est très bien les pierres. Enfin, je trouve ça très... j'ai pas d'avis sur la question. J'ai pas d'avis sur sur les commémorations institutionnelles. Je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est un peu peut-être faux cul de vous dire ça, mais en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas se souvenir de tout. Ou alors à ce moment-là, on met aussi une plaque pour la commune. Enfin, vous voyez, là il y a une plaque sur la guerre de 14-18 extraordinaire dans l'immeuble d'en face. C'est compliqué ces histoires. Ce que je voudrais, c'est que les gens regardent de tous leurs yeux, qu'ils regardent, et qu'ensuite ils aillent chercher, qu'ils trouvent des réponses, mais pas nécessairement qu'on leur mette les choses devant les yeux. C'est ce mouvement en fait du regard qu'on peut travailler, auquel on peut éduquer, hein, peut-être. En tout cas, mettez-vous sous les yeux le livre de son œuvre. Il y a une autre question? Non? Peut-être... Oui, madame? J'habitais juste à côté de la rue Saint-Maur, que je connaissais très bien, parce que j'allais à l'école rue des Trois-Morts, on était perpendiculaires. Et rue Saint-Maur vivait mon oncle et ma tante au 128. Je voudrais savoir si vous parlez des... Enfin, j'ai le livre, mais je n'ai pas encore lu, bien sûr, des délations pendant la guerre. Parce que c'est un sujet qu'on essaye d'étouffer de toutes les façons possibles, alors qu'en réalité, il y a eu énormément de dénonciations dans les commissariats, et on en parle très très peu. Et je me suis rendu compte, quand j'essaye de soulever ce sujet, je provoque toujours un malaise. Non, je crois pas. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas du tout mal à l'aise avec cette question. Beaucoup de juifs ont été déportés par les concierges ou les voisins éventuellement. Et quand les appartements étaient débarrassés de leurs occupants, il est arrivé souvent que les locataires de l'immeuble aillent piller les appartements. Bien sûr. Non, c'est quelque chose sur quoi j'écris. On n'en parle pas. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment la partie la plus noire de l'histoire de l'occupation. Alors écoutez, en tout cas, j'imagine que vous l'avez lu puisque vous vous intéressez au sujet. Il y a un historien... Non, je l'ai vécu. Oui, mais là, par exemple, je veux dire, sur le fait que ça ne soit pas un sujet tabou, il y a par exemple un historien qui s'appelle Laurent Joly qui travaille sur la délation en France, et notamment sur la délation à Paris. C'est très compliqué. Donc moi, évidemment que j'ai recherché des traces de délation, vous voyez, de lettres, et j'ai demandé à Laurent Joly de travailler avec moi. On a regardé un petit peu, mais c'était très difficile parce que ce ne sont pas des archives qui sont classées. Donc là, c'était vraiment une aiguille dans une meule de fou. Ouais. Enfin bref. Vous avez compris que je suis parisienne. Hein, Donc, d'une part, il y a quand même pas mal d'études là-dessus. Ensuite, vous savez, vous connaissez évidemment aussi le film d'André Alimi des années 70, hein, déjà, je crois, qui remonte sur la délation en France. La troisième chose, donc moi, pour le 209 rue Saint-Maur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu évidemment des délations, une délation avérée
qui est dans le livre, qui est donc de cette femme qu'on appelle la muette, et qui visiblement désignait les gens qui y avaient arrêté. Ce que je dois vous dire, et je suis désolée qu'il y a eu des délations, on est d'accord, madame. On est absolument d'accord là-dessus. Ce que je dois vous dire, ce dont je me suis rendu compte, en tout cas, en ce qui concerne... Il y a eu des masses de délations. Enfin bref, il y en a eu plein autour de moi. Je connais tous ces cas et je ne suis pas du tout dans le déni. En revanche, moi, ce qui m'a frappée, en travaillant justement sur cet immeuble, et pour le coup, vous savez, je reçois plein de courriers maintenant. Beaucoup de gens m'écrivent, me racontent leur histoire. Sur la rue Saint-Maur, d'ailleurs. Beaucoup sur la rue Saint-Maur. Ce qui m'a frappée, c'est que le nombre de sauvetages qu'il y a eu. Et donc, qu'on soit impitoyable et qu'on n'ait aucun tabou et qu'on raconte ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, évidemment, que la délation, d'ailleurs, de toute façon, je ne sais pas si c'est un mal bien français, mais vous avez vu que pendant le confinement aussi, la délation est repartie à la hausse. Donc, qu'il y ait eu une délation, qu'il y ait eu des délations c'est évident. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, et donc, c'est pas à mettre en regard, si vous voulez, ce sont deux phénomènes indépendants. C'est le nombre de sauvetages, et je dirais de sauvetages non organisés. C'est-à-dire d'instinct. C'est-à-dire, on prend une gamine, on lui ouvre la porte, on lui dit « tu sors, tu pars, tu vas ». Et ça, c'est les voisins. Et ça, je suis frappée par ça parce que, de fait, je reçois des témoignages de gens qui m'écrivent là-dessus, de familles juives, de familles non juives, en ce qui concerne la rue Saint-Maur, et j'arrive pas à croire qu'il y avait un microclimat rue Saint-Maur. Ceci dit, il est probable qu'il y avait un microclimat dans les quartiers populaires, dans les quartiers militants, et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que faire remonter à la commune, et que dire qu'à la commune aussi, après l'écrasement de la commune de Paris, les immeubles ont été investis, qu'il y a eu des dénonciations et que les gens ont été tirés, voilà, que c'est pas n'importe où que ça se produit. Ni les délations, ni les sauvetages. Bien. Vous acceptez de dédicacer Mais bien sûr. Bon, donc on va passer à la séance de dédicace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter à l'instant Ruth Zilberman à la librairie Ombre Blanche jeudi 1er octobre 2020 à l'occasion de la parution de son ouvrage intitulé 209 rue Saint-Maur, Paris 10e, autobiographie d'un immeuble, paru aux éditions du Seuil.